Le texte que je me propose de commenter pour vous aujourd'hui est un extrait du Mariage de Figaro, qui fait partie de la trilogie de Figaro écrite par Beaumarchais au XVIIIe siècle. Trilogie qui commence avec le Barbier de Séville en 1775, et qui s'achève avec La mère coupable en 1792. Au centre de ces pièces, le Mariage de Figaro est achevé en 1778, mais il faudra attendre 84 pour qu'elle puisse être publiée à cause d'un certain nombre de censures. Nous sommes ici au tout début de la pièce, il s'agit de l'acte 1, scène 1, donc la scène d'exposition. Les personnages en présence sont Figaro et Suzanne, dont nous comprenons qu'ils doivent se marier, puisque Suzanne est en train de préparer sa robe et son chapeau de mariage. Figaro est en train de mesurer la pièce que le comte lui donne pour pouvoir y placer le lit, mais Suzanne refuse de s'installer dans cette pièce. Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des 2 appartements. La nuit, si madame est accommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts me voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, Zeste, en 2 pas, il est à ma porte. Et crac, en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que, là de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant la leçon. La problématique que nous allons essayer d'illustrer dans le commentaire linéaire de cet extrait sera la suivante. En quoi cette exposition redistribue-t-elle les rôles traditionnels de la comédie? En effet, l'intitulé du programme nous invite à considérer le mariage de Figaro comme une comédie du ballet, et il faudrait s'attacher à la définition de ce ballet dès le début de la pièce. Mais c'est un emploi peu traditionnel, voire un contre-emploi, qui est présenté au spectateur dans cette exposition. Pour traiter cette question, je diviserai le texte en 3 parties. J'arrêterai la première partie à la fin de la réplique un peu plus longue de Suzanne, à laquelle j'ai arrêté ma lecture. Deuxième partie, depuis la réplique de Figaro qui insulte Basile, jusqu'à la réplique de Suzanne, c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Et enfin, depuis la réplique de Figaro lorsqu'il se frotte la tête jusqu'à la fin du texte. Donc la première partie sera centrée sur les raisons du refus de la chambre, puis la deuxième partie développe les raisons de la dot du comte, et enfin la troisième partie, plus traditionnelle, interroge justement sur la dimension de comédie du valet de cette pièce. Je commence ainsi le commentaire. La réplique de Figaro peut être interprétée de différentes manières. On peut penser qu'il est à la fois énervé et en même temps qu'il essaye de comprendre sa future épouse, sa fiancée, puisqu'il va faire l'éloge de la chambre qui lui est donnée. Il s'agit de la chambre la plus commode. Le superlatif relatif va être développé par la proposition subordonnée relative qui tient le milieu des 2 appartements. C'est donc cette place médiane qui lui confère sa commodité. Il va par ailleurs développer cette commodité en faisant référence à leur fonction de valet, tous deux, puisque nous sommes bien dans une scène d'exposition, donc par l'exposé des fonctions, Figaro expose aussi leur rôle social et dramaturgique, celui de valet. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté, en comprenant que puisqu'il s'adresse à Suzanne, qu'elle est sa femme de chambre, et si monseigneur veut quelque chose, il teintera du sien, on comprend que Figaro est son valet. Cependant, cette présentation est intéressante puisque la présentation des maîtres par Figaro se fait par leur titre, Madame et Monseigneur. On note aussi l'exagération peut-être aussi sur Monseigneur, ou en tout cas la déférence excessive que montre Figaro. Autre point d'intérêt, on peut noter la symétrie ou le parallélisme qu'il y a dans la présentation des 2 personnages, des maîtres, Madame et Monseigneur, qui est un parallélisme asymétrique, puisque chacun appelle leur serviteur en les sonnant. Ce n'est pas le même verbe qui va être utilisé, sonner et teinter, et d'autre part, ce n'est pas non plus la même structure de phrase, puisque Madame se voit attribuer une structure affirmative, alors que Monseigneur
se voit attribuer une structure négative. Et dans ces structures de phrases se dessine déjà le caractère de ses maîtres, puisqu'en effet, Madame est toute du côté de l'affirmation, c'est elle qui pardonne, c'est elle qui est finalement la meilleure des deux, alors que Monseigneur est justement celui qui nie et celui qui fait des exceptions, ce qui est mis en scène par la négation exceptive n'est que ici. Figaro essaye donc de justifier l'acceptation de cette chambre, et Suzanne va finir par lui révéler, à mots couverts, la raison de son refus. Cette révélation se fait par l'intermédiaire de la conjonction de coordination adversative, mais qui va marquer son opposition ferme, et on peut remarquer aussi l'agilité de parole de Suzanne, qui pour le coup est plus douée en parole que Figaro, puisqu'elle va reprendre ces termes dans une nouvelle acception. Zeste en deux pas tu es chez elle va devenir zeste en deux pas il est à ma porte. Crac en trois sauts me voilà rendu va devenir crac en trois sauts, et les points de suspension peuvent marquer la syllèpse, ou alors le fait que Figaro coupe sa parole. Il me semble plus intéressant de l'interpréter comme le fait que Suzanne se coupe elle-même la parole, elle va laisser en suspens la fin de sa phrase pour bien montrer le sous-entendu clairement grévois, comme va le confirmer les syllabes possibles sur la notion de saut et la notion de bonne et longue commission. Figaro, du coup, devrait avoir compris, et pourtant il ne comprend pas, comme le montre la question partielle, qu'entendez-vous par ces paroles. Non seulement cette question marque son incompréhension, mais elle marque aussi sa non-compréhension. Il ne parvient pas à comprendre ni ce qui est dit, ni ce qui est désigné. Il ne comprend pas les mots et ne comprend pas l'idée qui est représentée par ces mots-là. Et en ce sens, il s'éloigne véritablement de la figure traditionnelle du valet, qui est celui qui comprend, qui est celui qui interprète, celui qui maîtrise le langage et qui manipule par le langage. On a ici, par rapport à cette prestance, cette agilité dans le langage, une véritable interversion, c'est Suzanne qui maîtrise la conversation. Elle maîtrise à la fois la conversation et l'autre personnage, puisque l'adverbe tranquillement montre qu'elle prévoit la réaction excessive, excellée de Figaro, qui se traduit immédiatement par à la fois l'interjection et, exclamative, la question et surtout l'interjection bon Dieu. Figaro ne comprend pas, deuxième question, et il n'arrive pas à comprendre le sous-entendu que Suzanne va devoir expliquer, expliciter. Dans son explicitation, elle va opposer à la fois les beautés des environs et les beautés du château, donc elle oppose deux lieux pour souligner la dangerosité du château. Jusqu'ici, il était dangereux pour les femmes d'être en dehors du château. À partir de maintenant, il va s'avérer dangereux d'être à l'intérieur. La raison de ce danger, c'est Monsieur le Comte Almaviva, et sous l'appellation par les titres, on peut noter à la fois une déférence, mais qui est aussi une manière pour Suzanne de prendre de la distance. Opposition du coup géographique, les environs et l'intérieur du château, opposition des pluriels, les beautés, et du singulier, la tienne, et en même temps une certaine identification, sa femme, la tienne. Identification qui se fait par les possessifs, sa, tienne, et par l'identité de désignation du nom et du pronom. Dans tous les cas, il s'agit de la femme. Agilité du langage, nous avons dit, qui va se traduire aussi par la reprise de la question de Figaro. Qu'entendez-vous? Entends-tu? Elle insiste sur le fait qu'elle pourrait être plus explicite, mais elle le refuse pour l'instant. Elle essaye de faire en sorte de retrouver le Figaro agile d'esprit en lui montrant à quoi va servir cette chambre. Il a jeté ses vues auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas, avec la valeur de certitude liée à l'usage du futur de l'indicatif. Suzanne va donc amener une preuve de cela, et cette preuve, c'est le personnage de Basile, puisque nous sommes toujours dans une introduction, il faut bien présenter les personnages. Nous avons eu Figaro, Suzanne, Madame, Monsieur et le lieu, le château d'Aguas Frescas. Présentons maintenant Basile. Ce Basile va être présenté de manière très ironique, de manière même très sarcastique, notamment grâce à l'usage des adjectifs antéposés, loyal, honnête, noble, qui sont tous des adjectifs positifs qui vont être utilisés en antiphrase. Puisque si Basile est loyal, c'est qu'il est loyal uniquement à son maître, qui n'est pas moral. Son honnêteté n'a rien de moral non plus, ni même que sa noblesse, puisqu'il n'est ni noble d'esprit, ni noble socialement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plutôt que de le désigner comme le professeur de chant, elle le désigne comme le maître à chanter, peut-être même le maître chanteur, puisqu'il va s'agir pour lui de mettre en place le chantage du conte. Ce maître chanteur
qui répète, puisqu'il ne sait faire que cela, chaque jour, insistance sur le caractère pressant de cette menace. Mais Figaro ne comprend toujours pas. Plutôt que de se centrer sur la menace réelle, il se centre sur une menace annexe, Basile. Plutôt que de se méfier du comte, il se méfie du maître chanteur. Basile, au Montmignon, si jamais volé de bois vert, etc. On retrouve l'idée traditionnelle dans la comédie de Valet de l'échange de coups. Simplement ici, c'est un comportement qui est déplacé de la part de Figaro, puisqu'il agit comme s'il était le maître sur son valet, alors qu'ils sont à égalité. Traditionnellement, le valet de comédie frappe son maître, or ici, celui qu'il veut frapper n'est pas son maître, il n'est qu'un rival, et le fait de le frapper ne va pas permettre à Figaro d'être considéré comme un maître. De la même manière, l'insulte ici est clairement ridicule, puisqu'il l'appelle Aumont mignon, avec le haut lyrique. Mignon qui est non seulement ridicule, mais sans doute très inadapté, surtout si on considère le contexte sexuel, attaché au mot mignon, et attaché à l'idée de voler de bois vert qui se donne, je vous le rappelle, avec des verges. Le personnage Figaro, du coup, ne comprend pas, se trompe, et c'est Suzanne, là encore, qui va devoir le couper, comme le montrent les points de suspension. Ici, il vaut mieux considérer que Suzanne, qui maîtrise la discussion, coupe Figaro pour lui souligner le fait que la cible de son courroux n'est pas la bonne. Elle le coupe pour recentrer sur la véritable menace. Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite. Plusieurs points d'intérêt ici. Toujours le procédé de Suzanne avec l'antéposition, un bon garçon, qui est ici toujours ironique, puisque la bonté de Figaro est ici plutôt de la bêtise, ce qu'elle va expliciter juste après. La référence au garçon aussi, dans le contexte sexuel, aurait pu être intéressante. Par le démonstratif cette dot, Suzanne recentre l'attention sur la menace. Puisque Figaro n'arrive pas à comprendre cette menace, elle va passer par un indéfini, qu'on me donne beaucoup plus général, qui sera sans doute plus compréhensible par Figaro, et elle va jouer sur son système de croyance. Mais Figaro ne comprend toujours pas, ils font référence ici au barbier de Séville.